Très bien, là on passe à la correction de l'exercice 2, l'exercice qui avait 6 points et demi, c'était l'exercice le plus important. Donc on donne dans cette intégrale, pour ceux qui ne voient pas bien, nous allons réécrire cette intégrale. Alors cette intégrale, ils ont noté ça J, indice alpha, bêta égale à intégrale de 0 à 1 de x puissance bêta moins 1 fois 1 moins x puissance gamma moins 1 dx. Ok, donc c'est plutôt j de bêta gamma. Donc bêta gamma sont des réels, bêta gamma sont des réels. Montrer qu'elles convergent ici et seulement si gamma et bêta sont positifs. Cette condition sera supposée réalisée. Donc, on va montrer que cette intégrale converge ici seulement si bêta et gamma sont positifs. Alors ici, nous allons étudier la convergence en 0, n'est-ce pas? Et la convergence en 1. Donc, sans plus tarder, on passe à notre feuille d'exercice. On va la faire ici. Exercice 2. Très bien. Première question. La convergence. Donc, la première chose, c'est que on va appeler f de x égale à x puissance bêta moins 1 multiplié par 1 moins x puissance gamma moins 1. D'accord? Alors, si on étudie, puisque l'intégrale c'est de 0 à 1, on étudie cette intégrale au voisinage de 0. Au voisinage de 0, qu'est-ce qu'on aura? Alors, si on calcule f de x divisé par 1 sur x puissance 1 moins bêta, normalement, qu'est-ce que ça donne? Ça va donner x puissance 1 moins bêta fois f de x, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire x puissance 1 moins bêta fois x puissance bêta moins 1 fois 1 moins x puissance gamma moins 1 qui est égal à 1 moins x le tout à la puissance gamma moins 1. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que limite quand x tend vers 0 plus de f de x sur 1 sur x puissance 1 moins bêta est égal à la limite de 1 moins x puissance gamma moins 1 quand x tend vers 0 qui est égal à 1. Ça veut dire quoi? Ceci veut dire que f de x est équivalente au voisinage de 0 plus à la fonction 1 sur x puissance 1 moins bêta. Très bien. Or, ça c'est une intégrale de Riemann. D'accord? Or, au voisinage de 0, 1 sur x puissance 1 moins bêta converge si et seulement si 1 moins bêta est négatif, est inférieur à 1. Pardon, est inférieur à 1. Vous vous souvenez, l'intégrale de Riemann, ça dit que l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x puissance alpha dx, cette intégrale-ci converge si alpha est plus petit que 1. D'accord? Ça c'est l'intégrale de Riemann, ça c'est juste en guise de rappel. Hein.
C'est un guise de rappel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire si et seulement si bêta est positif. Très bien. Ça, c'est au voisinage de 0. Maintenant, si on prend au voisinage de 1, au voisinage de 1, qu'est-ce qu'on a? On va plutôt calculer f de x divisé par 1 sur 1 moins x puissance 1 moins gamma, puissance 1 moins gamma. Vous allez voir que ça va donner x puissance bêta moins 1. Et si vous calculez ça quand x tend vers, à la limite quand x tend vers 1, c'est-à-dire ceci tend vers 1, lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure, ceci signifie quoi? Ça signifie que f de x est équivalente à 1 sur 1 moins x puissance 1 moins gamma au voisinage de 1, la valeur inférieure. D'accord? Donc, on sait aussi qu'au voisinage de 1, au voisinage de 1, l'intégrale 1 sur 1 moins x puissance 1 moins gamma converge si et seulement si 1 moins gamma est comment? Est plus petit que 1, l'intégrale de Riemann. C'est-à-dire gamma inférieur à gamma plus grand que, c'est-à-dire gamma plus grand que 0. Gamma plus grand que 0. Conclusion, c'est que l'intégrale de 0 à 1 de x puissance bêta moins 1 fois 1 moins x puissance gamma moins 1 dx converge si et seulement si gamma est plus grand que 0 et bêta aussi est plus grand que 0. D'accord? Donc, c'est tout pour la première question. Passe à la deuxième question. On dit de démontrer que J de alpha bêta est égal à J de bêta gamma et que J de bêta gamma peut s'écrire comme ça. Très bien. Donc, deuxième question. Premier volet de la deuxième question. Donc, pour le premier volet de la deuxième question, on va vous montrer que J de bêta gamma est égal à J de gamma bêta. Donc, pour faire ça, on va poser le changement de variable x égale à 1 moins t. Donc, si on pose x égale à 1 moins t, alors x puissance bêta moins 1 serait égal à 1 moins t puissance bêta moins 1 et 1 moins x puissance gamma moins 1 serait égal à t puissance gamma moins 1. Et si x prend la valeur 0, alors t prend la valeur, si on remplace x par 0, t prend la valeur 1. Et si x prend la valeur 1, alors t prend la valeur 0. Donc l'intégrale j de bêta gamma,
qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance bêta moins 1 fois 1 moins x puissance gamma moins 1 de x est égal à l'intégrale, si on fait le changement de variable, de 1, n'est-ce pas, t va de 1 à 0 de 1 moins t puissance bêta moins 1 fois t puissance gamma moins 1 fois moins dt, n'est-ce pas, car dx égale à moins dt, si on part de ce principe-ci. Donc, c'est égal à moins intégrale de 1 à 0 de t puissance gamma moins 1 moins t puissance bêta moins 1 dt. Le moins ici va faire que les bornes de l'intégrale changent. Donc, ça va faire intégrale de 0 à 1 de t puissance gamma moins 1 fois 1 moins t puissance bêta moins 1 dt. Ceci n'est rien d'autre que j de gamma bêta. Ça, c'est pour la première démonstration. Maintenant, pour le deuxième volet de la question, donc en 2b, on dit de montrer que donc montrons que j de bêta gamma est égal à 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance 2 bêta moins 1 de phi cosinus puissance 2 gamma moins 1 de phi d phi. C'est ce qu'on demande de montrer. Si on revient, ouais, c'est ce qu'on demande de montrer ici. Donc, pour faire ça, nous allons tout simplement poser un changement de variable simple. On va dire effectuons le changement de variable. Effectuons le changement de variable. Changement de variable. On va appeler ça quoi? On va appeler ça, on va mettre ça en rouge. Phi égale à, on va poser arc sinus de racine carrée de x, c'est-à-dire sinus moins 1 de racine carrée de x. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que sinus de phi égale à racine carrée de x. Tout simplement. Très bien. Et aussi que parce qu'on va calculer que cosinus phi, ceci veut aussi dire que cosinus de phi qui est égal à racine carrée de 1 moins sinus carré de phi est égal à racine carrée de 1 moins x. Donc, alors, si on effectue dans notre changement de variable, en faisant ça, on se rend compte que si x prend la valeur 0, ça veut dire que phi prend la valeur arc sinus, ou bien sinus moins 1 de 0, qui est égal à 0. D'accord? Maintenant, si x prend la valeur 1, ça veut dire que phi est égal à arc sinus de 1, c'est-à-dire sinus moins 1 de 1, c'est-à-dire, oui, sinus moins 1 de 1, c'est-à-dire pi sur 2
Ça, c'est la première des choses. Maintenant, si on calcule la dérivée de phi, bien la dérivée de x par rapport à phi, sera faire la dérivée de sinus carré de phi par rapport à phi, car x égale à sinus carré de phi. Ça va donner quoi? 2 sinus de phi et cosinus de phi. D'accord? Et enfin, nous savons que on va l'écrire, ça c'est le premier élément important pour le changement de variable. Ça c'est le deuxième élément important pour le changement de variable. Le troisième élément important, c'est la fonction qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que quand je prends x puissance bêta, x puissance bêta moins 1, ou encore t puissance bêta moins 1, comme vous voulez, hein. X puissance bêta moins 1 est égal à, nous avons dit que x c'est sinus carré de phi. X puissance bêta moins 1, ça va faire sinus carré de phi, tout puissance bêta moins 1. D'accord? Ce qui donne sinus puissance 2 bêta moins 2 de phi. Et 1 moins x puissance gamma moins 1 est égal à, égal à 1 moins sinus carré de phi puissance gamma moins 1. D'accord? Je vais bien écrire le moins 1. Puissance gamma moins 1 égale à cosinus carré de phi autour de la puissance gamma moins 1, ce qui est égal à cosinus 2 gamma moins 2 de phi. Donc, si on écrit dans notre intégrale, on va l'écrire en jaune pour bien voir. Intégrale de 0 à 1 de x puissance bêta moins 1 fois 1 moins x puissance gamma moins 1 dx est égal à quoi? Est égal à intégrale. Bon, je vais écrire sous une autre couleur. Et ça va faire intégrale. Alors, on a dit que lorsque x vaut 0, phi vaut 0, donc intégrale de 0 à pi sur 2, parce que lorsque x vaut 1, phi vaut pi sur 2. De quoi? De x puissance bêta moins 1, donc de sinus puissance 2 bêta moins 2 de phi fois cosinus puissance 2 gamma, autant pour moi, donc 2 gamma moins 2 de phi encore. Maintenant dx est égal à quoi? Ici, donc à partir de cette relation, on peut dire que dx est égal à 2 sinus phi cosinus phi d phi. Donc, fois 2 cosinus de phi sinus de phi d phi. Et qu'est-ce qu'on trouve? Plus bas, on va trouver que c'est égal à, bon, le 2 ici peut aller à l'extérieur de l'intégrale. Donc, ça va faire 2 intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance 2 bêta moins 2 plus 1 de phi. Le plus 1, pourquoi? Parce qu'on a sinus phi ici.
et aussi cosinus de 2 gamma moins 2 plus 1 de phi, ce qui va donner en fin de compte 2 intégrales de 0 à pi sur 2 de sinus puissance 2 bêta moins 1 de phi cosinus puissance 2 gamma moins 1 de phi d phi. Donc ça c'est J de bêta gamma, une autre écriture qu'on demandait. Donc voilà, ça permet de répondre à la deuxième question. Donc à la troisième question, qu'est-ce qu'on demande? On considère cette intégrale double. U égale à l'intégrale double de x puissance 2 bêta moins 1, 2 gamma moins 1, y puissance 2 gamma moins 1 fois exponentielle de moins x carré plus y carré dx dy. Donc je réécris ça ici. Ils disent que U, je vais écrire ça en rouge. Je prends ça. Donc U, c'est intégrale double de x puissance 2 bêta moins 1, y puissance 2 gamma moins 1 fois exponentielle de moins x carré plus y carré dx dy. Donc, étendu sur tout le premier cadran rapporté à ox, oy. Donc, on fait cette intégrale sur tout le premier cadran. En intégrant dans un rectangle dont les côtés sont les axes et deux parallèles aux axes. D'accord, donc les côtés sont les axes et deux parallèles aux axes, puis en intégrant dans un cas de disque centré en 0 est limité aux axes, démontrer que U égale à ça. Donc on veut montrer que U égale à un quart de I de alpha, I de bêta, et que U égale aussi à un quart de I de bêta plus gamma, J de bêta gamma, avec I de alpha égale à l'intégrale de 0 à plus infini de, donc je vais agrandir que vous voyez bien, avec I de alpha égale à l'intégrale de 0 à plus infini de x puissance alpha moins 1 fois exponentielle de moins x dx. Très bien. Dans la question 3, on demande d'intégrer d'abord sur un demi-plan comme ça. Ça c'est l'axe des x. Sur un rectangle comme ça. C'est d'intégrer sur un rectangle, premièrement, et d'intégrer aussi sur un quart de cercle. Sur un quart de cercle délimité en 0, donc quelque chose comme ça. Donc de calculer U sur ces deux intervalles. Alors, peut-être, on va réécrire d'abord U1. Réécrivons U pour bien voir. Donc, on a dit que U est égal, je vais bien réécrire ça. C'est égal à l'intégrale double de x puissance 2 bêta moins 1, y puissance 2 gamma moins 1, exponentielle de moins x carré plus y carré dx dy. D'accord? Donc, on va d'abord démontrer que U égale à 1 quart de I de bêta, I de gamma, avec I égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de quoi? De x puissance alpha moins 1 fois exponentielle
de moins x dx. Donc ça c'est I de alpha. D'accord. N'oublions pas que ça c'est I de alpha. Comme ça. Très bien. Donc, alors, on dit d'intégrer d'abord sur un rectangle qui est sur la forme 0, A, croix 0b. On va intégrer, on va faire l'intégrale double sur ce domaine delta. D'accord? Et on va faire, puisque on intègre sur le premier cadran, n'est-ce pas? Le premier cadran qui représente tout cet espace, c'est le premier cadran. Le premier cadran qu'on va appeler C1 est égal à la limite quand A tend vers plus l'infini de la limite quand B tend vers plus l'infini de l'intervalle 0A croix 0B, ce qui donne tout simplement 0 plus l'infini croix 0 plus l'infini. Donc on demande d'intégrer sur ce domaine en réalité, sur ce domaine. Donc ce qu'on va donc faire, c'est que comme à l'intérieur de U, la fonction qui est là est une fonction séparable, on peut dire que U est égal à quoi? Que U est égal à... On va écrire d'abord intégrale double sur le premier cadran, sur C1, de x puissance bêta moins 1, 2 bêta moins 1, y puissance 2 gamma moins 1, exponentielle de moins x carré fois exponentielle de moins y carré dx dy. Ça, c'est une fonction séparable. Donc, on va dire que c'est l'intégrale sur 0 plus l'infini de x puissance 2 bêta moins 1 fois quoi? Fois exponentielle de moins x carré dx multiplié par l'intégrale sur 0 plus l'infini de y puissance 2 gamma moins 1 fois exponentielle de moins y carré dy. D'accord? Donc, voilà où nous en sommes. Donc, on peut dire que c'est encore égal à quoi? C'est encore égal à la limite quand A tend vers plus l'infini et quand B tend aussi vers plus l'infini. De quoi? De intégrale de 0 à A. Je vais prendre ça comme ça. De x puissance 2 bêta moins 1 fois exponentielle de moins x carré dx, tout multiplié par intégrale de 0 à b de y puissance 2 gamma moins 1 fois exponentielle de moins y carré dy. D'accord? Donc à ce niveau, on va effectuer les changements de variables. Voici les changements de variables qu'on va effectuer. Ici, nous allons poser x carré égale à t. D'accord? Et là, on va poser y carré égale à t. On va poser y carré égale à t. Donc, vous allez voir que x puissance 2 bêta moins 1 fois exponentielle de moins x carré va être égal à quoi? X
Donc x carré, le tout à la puissance bêta Alors, en effectuant ce changement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que 2x dx est égal à dt et 2y dy, n'est-ce pas, est égal aussi à dt. Parce que si vous dérivez t par rapport à x, vous obtenez 2x, et par rapport à y, vous obtenez 2y. Donc, ça veut dire que dx est égal à 1 sur 2, 1 sur 2x fois dt, et dy est aussi égal à 1 sur 2y fois dt. Vous voyez donc l'expression, les expressions, par exemple, x puissance 2 bêta moins 1 fois exponentielle de moins x carré dx serait égal à quoi? Serait égal à x puissance 2 bêta moins 2 fois exponentielle de moins x carré fois qu'est-ce que je veux dire? Fois x dx, n'est-ce pas? Fois x dx, c'est-à-dire x carré puissance bêta moins 1 fois exponentielle de moins x carré fois x dx, ce qui est égal à t puissance bêta moins 1 exponentielle de moins t fois x dx est 1 demi de dt. Pareil, hein, pour y puissance 2 gamma moins 1 exponentielle de moins y carré dy, ça fait y puissance 2 gamma moins 2 fois exponentielle de moins y carré fois y dy, ce qui va donner y carré puissance 2 gamma moins 1, puissance, qu'est-ce que je dis? Puissance gamma moins 1, pardon, puissance gamma moins 1 fois exponentielle de moins y carré fois y dy, ce qui va donner t puissance bêta moins 1, non, gamma moins 1, autant pour moi, t puissance gamma moins 1 exponentielle de moins t fois 1 demi de t, 1 demi de dt. Donc, avec ça, on peut donc réécrire que notre u est égal à limite quand a tend vers plus l'infini et quand b tend vers plus l'infini aussi. De quoi? On va prendre ici intégrale de 0 à a au carré, parce que quand x vaut a, t vaut a au carré, de t puissance bêta moins 1, exponentielle de moins t, fois 1 demi dt, tout ça multiplié par intégrale de 0 à b au carré, de t puissance gamma moins 1, exponentielle de moins t, fois 1 demi de dt,
D'accord? Donc, les 1,5 peuvent se multiplier. Ça va faire... et quand a tend vers plus l'infini et b tend vers plus l'infini, ça va faire plus l'infini ici et plus l'infini là. Donc, qu'est-ce qu'on obtient en fin de compte? On obtient que ça donne 1 quart l'intégrale de 0 à plus l'infini et t puissance bêta moins 1 exponentielle de moins t dt, d'accord, dt fois l'intégrale de 0 à plus l'infini et t puissance gamma moins 1 fois exponentielle de moins t dt, ça va donner finalement un quart de i de bêta fois i de gamma. Donc, voilà ce que U nous permet d'avoir. D'accord. Maintenant, on va utiliser, il faut maintenant démontrer que U est égal à 1 quart de I de bêta plus gamma fois J de bêta gamma. Pour cela, on va utiliser le deuxième domaine, c'est-à-dire on va supposer, vous voyez ça c'est toujours le premier cadran. Le premier cadran là, C1, c'est égal à la limite quand R tend vers plus l'infini, le rayon du demi-cercle tend vers plus l'infini, et quand l'angle tend vers pi sur 2, n'est-ce pas, de quoi? Les coordonnées polaires ici, ça va faire de 0R croix 0 phi. C'est ça les coordonnées polaires. D'accord? Donc, ce qu'il fallait donc remarquer pour démontrer cette deuxième identité, c'est de remarquer que U peut encore s'écrire comme limite quand R tend vers plus l'infini. On va utiliser les coordonnées polaires. L'intégrale de 0 à R de quoi? De rho puissance 2 bêta moins 1 fois rho puissance 2 gamma moins 1 fois exponentielle de moins rho au carré fois rho d rho multiplié par l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance 2 bêta moins 1 de θ cosinus puissance 2 gamma moins 1 de θ dθ. En fait, d'où ça vient? D'où ça vient ça? Ça vient de ce qui a été démontré tout à l'heure à la question précédente. On a montré que, bon, on va utiliser ça, J de bêta gamma, ça vient en fait des coordonnées polaires. D'accord, les coordonnées polaires, c'est quoi? C'est, on va poser x égale à rho cos θ et, quoi? Et y égale à rho sinus θ. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que x carré plus y carré est égal à rho au carré fois cosinus θ, cos carré θ, plus rho au carré sinus carré θ. D'accord? Sinus carré θ,
ce qui est égal à rho au carré. Et ensuite, si on calcule, il y avait encore quoi dans l'intégrale U? U est là. Si on calcule x puissance 2 bêta moins 1 et y puissance 2 gamma moins 1, on va obtenir exactement ceci. Donc, ça veut dire que exponentielle de moins x carré plus y carré est égal à quoi? Est égal à exponentielle de moins rho au carré. On sait aussi que x puissance, quand on écrit x puissance 2 bêta, c'est 2 bêta moins combien? Voilà, c'est x puissance 2 bêta moins 1, y puissance 2 gamma moins 1. Donc, si on écrit x puissance 2 bêta moins 1, par y puissance 2 gamma moins 1, ça va faire rho cos θ puissance 2 bêta moins 1 fois rho sinus θ puissance 2 gamma moins 1. Ça va donner rho puissance 2 bêta moins 1, n'est-ce pas? 2 bêta moins 1 fois rho puissance 2 gamma moins 1. D'accord. 2 gamma moins 1 fois maintenant cosinus puissance 2 bêta moins 1 de θ et cosinus puissance 2 gamma moins 1 de θ, tout simplement. OK. Donc, on a aussi dx par rapport à d rho qui est égal à cos θ et dx par rapport à dθ qui est égal à moins rho sinus θ. On a aussi dy par rapport à d rho qui est égal à sinus θ et aussi dy par rapport à dθ qui est égal à rho fois quoi? Fois sinus fois cosinus θ. D'accord? Donc du coup, l'intégrale U là, U qui s'écrit comme ça, intégrale double sur C1, le premier quadrant, de x puissance 2 bêta moins 1, y puissance 2 gamma moins 1, fois exponentielle de moins x carré plus y carré dx, dy, n'est-ce pas, serait égal à quoi? Intégrale double du C1 de x puissance 2 bêta moins 1 fois y puissance 2 gamma moins 1, ça va faire rho puissance 2 bêta moins 1, rho puissance 2 gamma moins 1, cosinus de 2 bêta moins 1 de θ, cosinus de 2 gamma moins 1 de θ fois exponentielle de moins rho au carré, n'est-ce pas? Ça là, c'est exponentielle de moins rho au carré, multiplié maintenant par dx. Lorsqu'on fait dx multiplié par dy, n'est-ce pas? Ça va faire fois rho d θ.
Très bien. Et comme ça, c'est une fonction séparable, n'est-ce pas? Ça va faire donc intégrale de 0 à plus l'infini de rho puissance 2 bêta moins 1, rho puissance 2 gamma moins 1, fois exponentielle de moins rho au carré, fois rho d rho. Tout ça multiplié maintenant par intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus puissance 2 bêta moins 1 de θ, fois sinus puissance sinus puissance 2 gamma moins 1 de θ dθ. Et vous pouvez remarquer donc que ça donne en principe égal à limite quand r tend vers plus l'infini de quoi de ici on peut écrire ça comme intégrale de 0 à r de rho puissance 2 bêta plus 2 gamma moins 2 fois exponentielle de moins rho au carré, bon, plus 1, d'accord, d rho, d'accord, et ça là, c'est 1 demi de J de bêta gamma fois 1 demi de J de bêta gamma d'après la question précédente. On a montré que J de bêta gamma était égal à, on avait montré que J de bêta gamma est égal à 2 fois intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus puissance 2 bêta moins 1 de θ fois sinus puissance 2 gamma moins 1 de θ dθ. On avait démontré ça. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Ici, on peut dire que c'est égal à la limite quand r tend vers plus l'infini d'intégrale de 0 à r de rho puissance 2 facteur de bêta plus gamma moins 1 fois exponentielle de moins rho au carré d rho, tout ça fois 1 demi, c'est pas tout ça multiplié par 1 demi de J de bêta gamma. D'accord? Donc, si on fait encore le changement de variable rho carré égale à t, comme tout à l'heure, on va voir que ça là, c'est limite quand r tend vers plus l'infini, intégrale de 0 à r au carré, de t puissance bêta plus gamma moins 1 fois exponentielle de moins t dt, tout ça fois 1 demi de J de bêta gamma, ce qui est égal à quoi? Ça là, ça fait intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance bêta plus gamma moins 1 exponentielle de moins t dt fois 1 demi de J de bêta gamma. D'accord? Il y a 1 demi ici. Donc, finalement, ça va faire un quart de, ça c'est I de bêta plus gamma fois J de bêta gamma. Très bien. Donc, ça permet de répondre
à la question. D'accord. Donc, on a répondu à la question 3. C'était la question 3 à laquelle on répondait. Maintenant, il faut répondre à la question 4. La question 4, on dit de montrer que le calcul de J de bêta gamma se ramène au calcul de l'intégrale de I de alpha. Très bien. Nous venons de montrer dans la question précédente que c'est ce qu'on vient de montrer. Ça, peut-être je vais sélectionner ça pour bien visualiser. Donc, ok, c'est pas grave, on va écrire. On vient de montrer que U égale à 1 quart de I de bêta I de gamma. Donc, U égale à 1 quart de I de bêta I de gamma. On a aussi montré que c'est égal à 1 quart de I de bêta plus gamma fois J de bêta gamma. Ceci veut donc dire quoi? Ça veut dire que J de bêta gamma est égal à I de bêta I de gamma divisé par I de bêta plus gamma. Tout simplement. C'est ce qu'il fallait écrire pour répondre à la question. Ça veut dire que pour calculer J de bêta gamma, on a juste besoin de connaître I de bêta, I de gamma et I de bêta plus gamma. D'accord? Donc, maintenant, à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut conclure pour la question suivante? Question suivante, on dit trouver une relation entre I de alpha et I de alpha moins 1. I de alpha, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de x puissance alpha moins 1 exponentielle de moins x dx. Donc ici, si on calcule aussi I de alpha moins 1, ça va faire intégrale de 0 à plus l'infini de x puissance alpha moins 2 fois exponentielle de moins x dx. Donc là, on va faire une intégration par partie. On va poser u égale à x puissance alpha moins 1 et v' égale à exponentielle de moins x. Ça veut dire que u' est égal à alpha moins 1 fois x puissance alpha moins 2, n'est-ce pas? Et v est égal à moins exponentielle de moins x. D'où I de alpha est égal à uv, donc x puissance alpha moins 1 fois moins exponentielle de moins x allant de 0 à plus l'infini, moins le produit intégral de 0 à plus l'infini de moins alpha moins 1, x puissance alpha moins 2, exponentielle de moins x dx. Les moins là vont se neutraliser. Ça va donner 0 plus alpha plus 1, intégrale de 0 à plus l'infini de x puissance alpha moins 2, exponentielle de moins x dx. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que I de alpha
est égal à, c'est alpha moins 1 ici, hein, est égal à alpha moins 1 fois i de alpha moins 1. C'est la relation demandée. Très bien. Donc là, on passe à la question 5. La question 5 que voici. On dit soit v l'intégrale de 0 à plus l'infini de dx sur 1 plus x puissance lambda avec lambda plus grand que 1. Dont le calcul de v donne pi sur lambda sinus pi sur lambda. D'accord, donc je l'agrandis pour que vous voyez bien. Donc, voilà l'expression de v. Et on dit que v, le calcul de v donne ça. Donc ça, c'est une donnée. On dit en effectuant le changement de variable appropriée, démontrer que i de mu fois i de 1 moins mu est égal à pi sur sinus mu pi avec mu un réel compris entre 0 et 1. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'exprimer v là. On va essayer d'exprimer v en fonction de j. Une fois qu'on aura exprimé j en fonction de j, on pourra avoir donc v en fonction de i. Et on essaiera de voir quelle est la relation que ceci nous permet d'avoir. Donc, on revient donc sur notre feuille d'exercice, feuille de calcul. On était ici hier. D'accord. OK. Donc, on est là. Je crois que c'est la question 5. D'accord. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser, réécrivons d'abord v. V est égal à l'intégrale de 0 à l'infini de dx sur combien? Sur 1 plus x puissance lambda avec lambda qui est plus grand que 1. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser le changement de variable. On va poser un changement de variable, mais il faut bien choisir. Donc, après maintes recherches, le changement de variable approprié, c'est de poser x puissance lambda est égal à t sur 1 moins t, ou encore t est égal à x puissance lambda sur 1 plus x puissance lambda. D'accord? Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que x est égal à t sur 1 moins t puissance 1 sur lambda. Ça veut dire que si je calcule la dérivée de x par rapport à t, c'est égal à quoi? C'est égal à la dérivée par rapport à t de toute cette quantité-ci, t sur 1 moins t puissance 1 sur lambda. D'accord? Alors, si on se rappelle, la dérivée de u puissance alpha par rapport à t, c'est alpha u puissance alpha moins 1. Donc, ça veut donc dire que la dérivée de x par rapport à t va donc donner 1 sur lambda fois la dérivée de il y a u' ici, u', la dérivée de t sur 1 moins t prime fois t sur 1 moins t puissance 1 sur lambda moins 1. Ça va donner 1 sur lambda multiplié par 1 sur 1 moins t au carré, d'accord, qui est la dérivée de t sur 1 moins t multiplié par t sur 1 moins t puissance 1 sur lambda moins 1. D'accord? Donc, ça donne combien? En fin de compte, si
On calcule ça. Ça veut dire que dx par rapport à dt est égal à 1 sur lambda fois 1 sur 1 moins t au carré multiplié par t puissance 1 moins lambda sur lambda, 1 moins lambda sur lambda, multiplié par 1 moins t puissance quoi? 1 moins 1 sur lambda. Donc, c'est égal à t puissance 1 moins lambda sur lambda multiplié par 1 moins t, le tout à la puissance moins 2 plus 1 moins 1 sur lambda, c'est-à-dire en fin de compte t puissance 1 moins lambda sur lambda multiplié par 1 moins t puissance moins 1 moins 1 sur lambda. D'accord? Donc, ça veut dire que dx, différentiel de x est égal à t puissance 1 moins lambda sur lambda fois 1 moins t puissance moins 1 moins 1 sur lambda dt. Très bien. Une fois qu'on a écrit ça, que devient donc l'intégrale v? V devient, alors, si on pose, lorsqu'on pose x puissance lambda égale à, bien disons, lorsqu'on a posé x égale à t sur 1 moins t puissance 1 sur lambda, qu'est-ce qu'on obtient? Si x vaut 0, ça veut dire que t vaut combien? 0. Si x tend vers plus l'infini, ça veut dire que t tend vers combien? Vers 1. En fait, on utilise cette expression-ci. Donc, v va devenir l'intégrale de 0 à 1 de quoi? Alors, on a dx, on a d'abord, on a dx qui est égal à ceci. Ensuite, nous avons également 1 sur 1 plus x puissance lambda qui est égal à quoi? Regardez, si on calcule à partir de cette expression, on aura 1 sur 1 plus x puissance lambda qui est égal à t sur x puissance lambda. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire t divisé par, on a x puissance lambda qui est t sur 1 moins t, c'est-à-dire ça va donner 1 moins t. Ok, donc ça va donner 1 moins t ici, multiplié par dt, attention sur dt, sur dx, pardon, il y a 1 sur lambda que nous avons mis là, 1 sur lambda ici, 1 sur lambda, donc multiplié par 1 sur lambda, multiplié par t puissance 1 moins lambda sur lambda, multiplié par 1 moins t puissance moins 1 moins 1 sur lambda dt. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 1 sur lambda, intégrale de 0 à 1 de t puissance, t puissance combien?
1 sur lambda moins 1, 1 sur lambda, ok, de t puissance 1 sur lambda moins 1 multiplié par k par 1 moins t puissance moins 1 sur lambda dt. Et vous remarquez simplement que ça va donner 1 sur lambda fois j de 1 sur lambda et 1 moins 1 sur lambda. Parce qu'on rappelle que j de bêta gamma est égal à intégrale de 0 à 1 de x puissance bêta moins 1 fois 1 moins x puissance gamma moins 1. Donc, on voit que notre bêta correspond bien à 1 sur lambda et gamma correspond à 1 moins 1 sur lambda. Donc, on aboutit à ça, n'est-ce pas? Et si on pose, regardez, posons, si on pose par exemple mu égale à 1 sur lambda, on a bien appartient à l'intervalle 0, 1 ouvert. Ça veut donc dire que V est égal à quoi? Est égal à mu fois J de mu et 1 moins mu. D'accord? Or, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que V est égal à pi sur lambda fois sinus pi sur lambda, d'après l'hypothèse de travail. On voit donc que c'est égal à quoi? C'est égal à mu pi sur sinus de mu pi. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on obtient donc? On obtient la double égalité. V est égal à mu fois J de mu et 1 moins mu. C'est encore égal à mu pi sur sinus de mu pi. Ça veut tout simplement dire que J de mu et 1 moins mu est égal à pi sur sinus de mu pi. D'accord, et ça démontre donc ce qu'on voulait montrer. Voilà le rendu final. Très bien. Calculer directement J de 3 demi, qui est l'intégrale ci, et en déduit I de 1 demi et I de n plus 1 demi. Donc, on va calculer ça directement. Hein. On a la question 6. Par la question 6. Donc, question 6. On revient au vert. Question 6. Calcul direct de J de 3 demi, qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de racine carrée de x facteur de 1 moins x dx. Donc ici, on va encore effectuer le changement de variable. On va poser tout. Bon, on a démontré précédemment que J voilà,
On a démontré ici. Je vais bien vous montrer ça. Ok. On a démontré que J de bêta gamma est égal à 2 fois intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance 2 bêta moins 1 phi cosinus 2 gamma moins 1 de phi. Donc, on va corriger ça rapidement en utilisant cette écriture. Donc, on sait que J de 3 demi est égal à 2 fois intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus 2 bêta moins 1. Donc, 2 fois 3 demi moins 1 de phi sinus 2 fois 3 demi encore moins 1 de phi d phi. Donc, c'est égal à 2 intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus. Alors, on aura 2 fois 3 demi, ça fait 3, moins 1, ça fait 2. Donc, cos carré de phi sinus carré de phi d phi. D'accord? Alors, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de phi sinus de phi, le tout au carré des phi, c'est-à-dire 2 intégrale de 0 à pi sur 2 de cos phi sinus phi, c'est 1 demi de sinus de 2 phi au carré des phi. D'accord? Ce qui est donc égal à quoi? Ça va faire 2 intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 quart de sinus carré de 2 phi. D'accord? Des phi. Ce qui va donner, après linéarisation, 1 quart intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 moins cosinus de 4 phi d phi. Alors, lorsqu'on va calculer ça, ça va faire un quart de... Si on calcule la primitive de 1, c'est phi. La primitive de cos phi, c'est moins 1 sur 4 sinus de 4 phi, phi allant de 0 à pi sur 2. D'accord? Donc, ça va faire pi sur 8. Très bien. Ok. Donc ici, on a utilisé les formules trigonométriques. Les deux formules trigonométriques que nous avons utilisées, en guise de rappel, c'est sinus de 2 alpha qui est égal à 2 sinus alpha cos alpha et la formule de sinus carré alpha qui est égal à non pas cette formule, je voulais dire la formule de cos 2 alpha qui est égal à 1 moins 2 sinus carré alpha. Donc cette formule-ci nous a permis d'écrire que
sinus phi, cosinus phi est égal à 1 demi de sinus de 2 phi, c'est de 1, et celle-ci, d'accord, donc pour celle-ci, elle a été utilisée ici, et celle-ci nous a permis d'écrire que sinus carré de 2 phi que voici est égal à quoi? Est égal à 1 moins cos 2 phi le tout divisé par 2. C'est ce que ça nous a permis d'écrire. Donc, on vient donc d'écrire que J de 3 demi est égal à pi sur 8. Qu'est-ce que ça signifie? C'est encore égal à I de 3 demi fois I de 3 demi, le tout divisé par I de 3. Parce qu'on rappelle que, en guise de rappel, n'est-ce pas, on peut dire K, J de bêta, gamma est égal à I de bêta fois I de gamma divisé par I de bêta plus gamma. Donc, on a donc ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette écriture ici? Cette écriture ici nous permet d'écrire que I de 3 demi au carré divisé par I de 3 est égal à quoi? À quoi est égal à I de 3? Tout à l'heure, on a montré que, en guise de rappel toujours, nous avons montré que I de alpha est égal à alpha moins 1 fois I de alpha moins 1. D'accord? Donc, I de 3, ça va faire 3, ça va faire 2 I de 2 qui est égal à 1. Donc, sur 2 est égal à pi sur 8. Ça nous montre donc que I de 3 demi au carré est égal à pi sur 4, c'est-à-dire que I de 3 demi est égal à racine de pi sur 4, c'est-à-dire racine de pi et tout divisé par 2. D'accord? Donc, c'est ce qu'on demandait de déduire à la question. D'accord? Ok. Ensuite, on dit d'en déduire I de 1 demi et I de n plus 1 demi. Ok. Donc, on revient sur notre feuille. On déduit. Là, on a calculé I de 3 demi. Ce qu'on veut maintenant, c'est que nous calculions I de...
que nous calculons I de 1 demi. Alors, pour calculer I de 1 demi, qu'est-ce qu'on peut constater? On sait que I de 3 demi, c'est racine de pi sur 2. Et I de 3 demi est égal à 3 demi moins 1 fois I de 3 demi moins 1. C'est-à-dire que c'est égal à 1 demi fois I de 1 demi. Donc, les deux égalités là nous permettent d'écrire que 1 demi fois I de 1 demi est égal à racine de pi sur 2. C'est-à-dire que I de 1 demi est égal à racine de pi. Donc, voilà comment il fallait démontrer. On va encadrer. Ok. Voilà. Maintenant, on dit d'en déduire I de n plus 1 demi. I de n plus 1 demi. Alors, nous savons que I de n plus 1 demi est égal à quoi? Est égal à n plus 1 demi moins 1, le tout multiplié par I de n plus 1 demi moins 1. On utilise toujours le fait que I de alpha est égal à alpha moins 1, le tout multiplié par I de alpha moins 1. Donc, ça va faire n moins 1 demi, tout multiplié par I de n moins 1 demi. Si on fait encore par récurrence, c'est-à-dire si on calcule encore I de n moins 1 demi, ça va faire, bon, si on arrange d'abord ça, ça va faire n moins 1. Qu'est-ce que je dis? Non. Ça va faire plutôt 2n moins 1 sur 2. Ça donne 2n moins 1, tout divisé par 2. Maintenant, fois I de n moins 1 demi. Si on calcule encore, ça va faire 2n moins 1 sur 2 d'abord, fois I de n moins 1 demi, ça va faire n moins 1 demi moins 1, multiplié par I de n moins 1 demi moins 1, ce qui va donner 2n moins 1 sur 2, multiplié par alors, quand on calcule n moins 3 demi, d'accord, ça là c'est n moins 3 demi, ça fait 2n moins 3, 2n moins 3 sur 2 encore, fois I de n moins 3 demi. Si on conjecture ainsi, vous allez voir que ça va donner 2n moins 1 sur 2 multiplié par 2n moins 3 sur 2 multiplié par 2n moins 5 sur 2, et ainsi de suite, jusqu'au dernier nombre impair, ça sera 2n moins. Alors, quel sera le dernier nombre impair avant 2n? C'est 2n moins 1.
dernier nombre impair avant 2n, c'est 2n moins 1, le tout divisé par 2 fois I de 1 demi. D'accord? Donc maintenant, on va arranger ce calcul. Ça va donner 2n moins 1 multiplié par 2n moins 3 multiplié par 2n moins 5 fois point jusqu'à fois 1. Le tout divisé par 2 puissance n fois I de 1 demi. Or, si vous vous rappelez bien, ce qu'on va faire, c'est que à l'intérieur, entre deux nombres impairs, on va mettre le nombre pair qui correspond. Donc ici, on va mettre 2n. Ici, on va mettre qui? On va mettre 2n moins 4. Ici, on va mettre 2n moins 6. Et ainsi de suite. Mais on va multiplier et diviser par la même chose pour éviter de détruire la fraction. Donc, pour conserver la valeur de la fraction. Donc, je vais écrire ça en quoi? En bleu. Bon, j'écris d'abord en vert. Donc, c'est égal à 2n moins 1 multiplié par 2n, que j'écris en rouge, multiplié par non, c'est 2n moins 2. Ici, c'est 2n moins 2. Le nombre pair qui vient avant. D'accord. Maintenant, multiplié par 2n moins 3. Multiplié par 2n moins 4, ici. Multiplié par 2n moins 5. Multiplié par 2n moins 6 ici. Ici, c'est 2n moins 6. Ainsi de suite, multiplié par 2. Et enfin, multiplié par 1. Très bien. Le tout divisé par quoi? Par les nombres que j'ai mis en rouge. Donc, il y a d'abord 2 puissance n. Maintenant, il y aura 2n moins 2 multiplié par 2n moins 4 multiplié par 2n moins 6 fois point fois 2. D'accord? Maintenant, tout ça fois I de 1 demi. D'accord? On peut même aller plus loin, c'est-à-dire que ici, on peut ajouter 2n. Et là aussi, on peut ajouter 2n. Donc, le rendu final va donner quoi? Vous voyez que le numérateur donne 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois point jusqu'à fois 2n. Ça fait factoriel 2n. N'est-ce pas? Ça fait factoriel 2n divisé par 2 puissance n sur 2 puissance n. Maintenant, ici, dans chaque terme là, si on met 2 en facteur dans chaque terme, on aura encore 2 puissance n. Maintenant, le tout multiplié par n, multiplié par n, multiplié par n moins 1, multiplié par n moins 2, fois point jusqu'à fois 1. D'accord, si vous mettez 2 dans chaque facteur ici, vous aurez 2 puissance n. Comme maintenant, tout ça fois i de 1 demi, ce qui va donner 2n, le tout sur 2 puissance 2n fois factoriel n fois racine de pi. Donc, voilà le rendu final. Le rendu final, c'est que
je vais l'écrire ici, I de n plus 1 demi est égal à factoriel de n divisé par 2 puissance 2n fois factoriel n tout fois racine de pi. C'est tout. Donc, voilà pour la question. Donc, on encadre et ça donne le résultat. Donc, revenons à l'épreuve. Très bien. Ok, on dit de déduire ce qui précède le calcul de l'exponentielle de moins x carré, l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle de moins x carré et l'intégrale de 0 à 1 de ax carré plus bx plus c sur racine sixième de x puissance 5 moins un facteur de 1 moins x. Donc, pour faire ça, c'est pas compliqué, on a déjà fait le plus gros travail. Alors, on va commencer par celui-ci, par le calcul de A. Alors, pour le calcul de A, il suffit de poser, donc pour le calcul de A qui est égal à disons, intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle de moins x au carré dx. Donc, pour ce calcul, qu'est-ce qu'on fait? Permettez-moi de mettre 100%. Il suffit de poser, par exemple, que x égale à la racine de t, n'est-ce pas? Ça veut dire que la dérivée de x par rapport à t est égal à 1 sur 2 racines de t, c'est-à-dire 1 demi de t puissance moins 1 demi. D'accord? Donc, A va donner quoi? L'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle de moins t, n'est-ce pas? Exponentielle de moins t. Et dx, c'est quoi? Dx, c'est 1 demi de t puissance moins 1 demi dt. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous constatez? On peut écrire ça encore comme 1 demi intégrale de 0 à l'infini de t puissance moins 1 demi exponentielle de moins t dt qui est égal à 1 demi fois I de 1 demi qui est égal à 1 demi de racine de pi. Ça, c'est pour A. Très bien. Pour B, il faut juste être un peu astucieux. Il suffit d'écrire tout ça en fonction de J. En fonction de J, donc je vais ramener ça dans un endroit où il y a plus d'espace. C'est ça. Ici. Okay. On va l'écrire ici. Alors, ce qu'on veut calculer, c'est l'intégrale de 0 à 1 de ax carré plus bx plus c, tout divisé par racine sixième de x puissance 5 facteur de 1 moins x dx. Donc, pour faire ça, il faut juste être
peu astucieux, il suffit de voir que c'est encore égal à l'intégrale de 0 à 1 de ax carré. Donc, je vais écrire ça comme ça, ax carré plus bx plus c, tout multiplié par 1 sur x puissance 5 sixième et 1 moins x puissance 1 sixième dx, ce qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de ax carré plus bx plus c, tout multiplié par x puissance moins 5 sixième fois 1 moins x puissance moins 1 sixième dx, ce qui est égal à, quand on va arranger ça, ça va faire l'intégrale de 0 à 1 l'intégrale de 0 à 1 de ax puissance 2 moins 5 sixième fois 1 moins x puissance moins 1 sixième plus bx puissance 1 moins 5 sixième multiplié par 1 moins x puissance moins 1 sixième plus cx puissance moins 5 sixième fois 1 moins x puissance moins 1 sixième dx. Attends. Voilà. Dx, ce qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de ax puissance 7 sixième fois 1 moins x puissance moins 1 sixième plus bx puissance 1 sixième fois 1 moins x puissance moins 1 sixième plus cx puissance moins 5 sixième fois 1 moins x puissance moins 1 sixième dx, ce qui donne a fois j de on va dire 13 sixième 5 sixième plus b j de 7 sixième 5 sixième plus c j de 1 sixième 5 sixième. Donc voilà ce que ça donne. On peut donc utiliser les i, n'est-ce pas? Ça va faire a multiplié par i de 13 sixième fois i de 5 sixième, le tout divisé par i de 3 plus b multiplié par i de 7 sixième, i de 5 sixième, le tout divisé par i de 2 plus c multiplié par i de 1 sixième, i de 5 sixième, le tout divisé par i de 1. D'accord, donc il y a un facteur commun. Ça va donner i de 5 sixième, qui est le facteur commun, tout multiplié par a sur 2 fois i de 13 sixième plus bi de 7 sixième plus c i de 1 sixième. D'accord?
Donc, c'est égal à I de 5 sixièmes fois I de 1 sixième. On va aller un peu vite. Tout multiplié par 7A sur 72 plus B sur 6 plus C. D'accord? Parce qu'on connaît la relation entre I de mu et I de 1 moins mu. On utilise cette hypothèse ici pour faire le calcul. Donc d'après une des questions, on sait que ceci est égal à pi sur 36 facteur de 7a plus 12b plus c. Donc c'est tout pour ce premier exercice.